Chers collègues, le début de l'année 2024 a été dominé par un débordement du malaise paysan. Fondamentalement, nos agriculteurs souffrent d'être le réceptacle d'injonctions contradictoires. Sans doute parce que la fonction nourricière qu'assument les travailleurs de la terre tisse des liens intimes avec chacun de nous, des liens dans lesquels se loge toute notre reconnaissance, mais aussi la peur et l'opprobre lorsqu'une salmonelle ou un prion introduisent la suspicion dans nos assiettes. Sans doute aussi parce que le travail de la terre est investi d'une intensité culturelle particulière que traduit le continuum sémantique entre pays, paysans et paysages. Quels que soient les affres de cette passion collective que nous entretenons avec nos paysans, les événements des dernières semaines nous laissent aussi un sentiment de malaise d'un autre ordre. Car sur l'expression d'un authentique désarroi du monde agricole, se sont greffées des contrefaçons et de scandaleuses manipulations électoralistes. Et puisque cette session comporte une trame de sujets agricoles, le groupe Braise Aglaé a jugé utile d'ouvrir nos 3 jours de débat par quelques mises au point, sans lesquelles nos échanges risquent de tourner au tir de caricatures croisées, sans aucun intérêt pour les citoyens. Commençons par rappeler les positions politiques des uns et des autres. Nous avons d'abord un ministre de l'Agriculture qui ose proclamer que la souveraineté alimentaire, c'est l'export. Eh bien non. Valérie Tabard le rappellera, parce que la terre nourricière n'est pas une marchandise comme les autres, la souveraineté alimentaire se fonde d'abord sur la capacité d'une agriculture locale de nourrir sa population et donc sur le droit à se protéger contre les importations qui introduiraient une concurrence déloyale ou des dépendances excessives dans les circuits alimentaires. Et si la focalisation de M. Fesneau sur l'export s'entend, dans un monde où les excédents commerciaux sont aussi synonymes de puissance, il faut souligner l'imposture de sa définition de la souveraineté alimentaire. Regardons maintenant ce qui se joue dans la politique commerciale européenne, telle qu'elle est menée depuis 2 décennies par une majorité de droite au Conseil et au Parlement européen. Pour vendre des avions, des voitures ou des produits chimiques à ses partenaires extra-européens, l'Union a enchaîné la signature de traités de libre-échange qui permettent l'importation, sans clause miroir, de contingents de viande échappant à nos normes sociales et environnementales. Les députés européens du parti de Mme Le Callennec et de M. Le Fur, comme ceux de Renaissance, votent invariablement en faveur de ces traités. Le 24 janvier dernier encore, Mme Védrenne a déposé un bulletin pour les accords commerciaux de l'Union avec le Chili et le Kenya. La droite, les républicains et macronistes confondus, assument donc de prendre des positions à l'avantage des secteurs agricoles exportateurs, céréaliers, sucriers, géants du lait, viticulteurs, au détriment des agricultures vivrières, des pays partenaires, mais aussi de l'élevage familial breton, qui est le parent pauvre dans cet affrontement des titans. Le RN, quant à lui, assume beaucoup moins. Jordan Bardella a eu beau chausser des bottes immaculées, il ne saurait faire oublier que, contrairement aux socialistes et aux écologistes, les députés européens du RN ont voté pour la dérégulation des prix portée par la nouvelle PAC 2023-2027, qu'ils ont également voté contre un amendement d'octobre 2020 visant à plafonner les aides de la PAC et qu'ils se sont contentés de s'abstenir sur un autre amendement de 2020 visant à revisiter la politique commerciale de l'Union. Les mêmes incohérences sont portées par M. Penel dans cet hémicycle, lorsque dans la même phrase, il déplore le recul du bocage tout en exaltant le productivisme exportateur. Ignore-t-il que l'export breton repose largement sur un cheptel élevé en stabulation, porcherie ou poulailler industriel, sans aucun rapport avec les prairies ? De telles positions traduisent soit un court-termisme électoral, soit une méconnaissance du monde de l'élevage. Et voilà l'autre sujet sur lequel nous voulons remettre l'église au milieu du village, l'élevage. Nous comprenons bien, Monsieur Penel, pourquoi vous voudriez voir en nous l'épouvantail de vos rêves, des wokistes à l'encéphalogramme altéré par des années de régime vegan. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes tout sauf des ennemis de l'élevage. Et si je peux, pour une fois, parler de manière un peu personnelle, je vous dirais que mon rapport à l'élevage, avant d'être une conception élaborée politiquement, est d'abord profondément affectif. Parce que j'ai grandi sur une ferme de vaches allaitantes, parce que la maison de mon enfance était l'une de ces longères dans laquelle nous rentrions l'hiver
par l'étable, en effleurant de majestueuses blondes d'Aquitaine qui étaient trop longues pour cette petite étable, ne nous laissant qu'un passage étroit entre elles. Cette expérience, elle est loin d'être unique. La relation entre l'homme et les animaux domestiqués, ce que mon grand-père appelait les bêtes, d'un mot bien plus incarné et affectueux que celui de vivant, eh bien, cette relation entre l'homme et les bêtes est constitutive de la culture bretonne et nous saurons la défendre. Mais là encore, il faut clarifier les termes du débat. Toutes les formes d'élevage ne se valent pas. Nous assumons de prioriser l'élevage bovin herbagé parce que cet élevage correspond aux qualités pédoclimatiques de notre péninsule atlantique et sa trame de prairies et de bocages. Et nous assumons aussi de dire que l'élevage hors sol, de par ce qu'il génère de concentration, de pollutions et de dépendance, n'est pas soutenable. Alors quand le débat agricole national tourne à la cabale contre un bouc émissaire unique, l'écologie, affublée de tous les oripeaux de l'agribashing, culpabilisatrice, décroissante, punitive, il faut savoir dénoncer les duperies. Les fossoyeurs de l'agriculture, ce ne sont ni le pacte vert, ni le plan éco-phyto. Les vrais bradeurs de notre souveraineté alimentaire, ce sont ceux qui prétendent que la réduction des pesticides ne serait pas une urgence absolue pour la santé humaine, pour les interactions écologiques essentielles qu'assument les pollinisateurs, les oiseaux. Ceux qui préfèrent ignorer les études scientifiques et s'enferrer dans le déni sur la question de l'eau, ce sont ceux-là qui scient la branche sur laquelle repose notre agriculture. Alors pour conclure, Monsieur le Président, face aux inconséquences qui saturent aujourd'hui le débat agricole national, pouvons-nous, en Bretagne au moins, jeter des ponts salvateurs entre agriculture, écologie et débat démocratique. Un débat démocratique qui ne pourra s'épanouir sereinement que s'il fait toute sa place à la science. Pouvons-nous dire clairement, et je conclus, que le cap de la transition vers l'agroécologie n'est pas négociable, mais que le chemin, lui, est négociable. Merci à vous et merci pour le compliment que je reçois avec grand plaisir.